Aujourd'hui, je veux vous parler de l'histoire de Hedy Lamarr. Star hollywoodienne dans les années 40, elle était considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. Mais derrière ce visage angélique se cache une intelligence remarquable. C'est parti pour vous raconter la vie de Hedy Lamarr, la femme effacée de l'histoire qui a inventé le Wi-Fi. Hedy Lamarr, de son vrai nom Hedwig Kissler, est née en Autriche en 1914 d'une famille juive assez aisée, même plutôt très aisée, car son père Émile était le directeur de la Banque de Vienne et sa mère Gertrude était une ancienne concertiste. Et dès son plus jeune âge, c'est grâce à sa mère qu'elle va s'initier au théâtre. En 1929, elle imite la signature de ses parents pour sortir de l'école plus tôt et se rendre dans les studios Sacha Film. Parce que oui, dès son plus jeune âge, elle avait comme objectif devenir actrice. Et ce jour-là, c'était son jour de chance car elle fit la rencontre de Alexei Granovsky, un metteur en scène de théâtre et réalisateur russe. Et il lui proposa de jouer dans un petit film qui s'appelait Tempête dans un verre d'eau. Au début, c'était un peu compliqué de convaincre ses parents car si elle voulait tourner ce film, fallait qu'elle arrête l'école. Mais à un moment, ses parents ont accepté et elle a arrêté l'école pour faire ce film. C'est le début d'une très grande carrière, mais malheureusement, cela débutera par un scandale. Car en 1932, elle va créer l'indignation des téléspectateurs, car dans son rôle, elle devait simuler pour la première fois un orgasme à l'écran dans le film Extase. Et comme elle peut le raconter dans ce livre qui m'a aidé à faire la vidéo, au moment de la première de ce film, elle était dans la salle à côté de ses parents, et quand cette scène est arrivée, elle a eu très honte. Et il y a même eu un conflit où ses parents voulaient plus qu'elle joue dans des films, parce qu'à cette époque-là, elle avait que 17-18 ans à la sortie du film, donc c'était assez compliqué. Elle était quand même encore très jeune, donc il y a dû avoir une négligence, que ce soit du côté des parents et bien sûr des côtés des personnes qui ont produit le film, qui ont réalisé le film, d'avoir fait tourner cette scène-là à une jeune femme mineure du coup. Par la suite, elle va se marier avec Fritz Mandl, un des fabricants d'armes les plus importants d'Europe, ce qui l'aidera, vous verrez par la suite. Avec Fritz, elle a une relation très compliquée parce que lui, il est très possessif, il peut être assez violent des moments et en plus, il avait une obsession pour brûler toutes les copies qu'il y avait du film Extase. Bon, bien sûr, il n'y est pas arrivé à toutes les supprimer de la terre, mais voilà, c'était quelqu'un de très possessif. Et heureusement, elle est arrivée à s'enfuir de cette relation parce qu'un jour où il n'était pas présent chez lui, elle est partie pour aller aux États-Unis. Mais quand même, Fritz Mandl, il lui a permis de faire la rencontre de pas mal de personnes assez importantes et avec des capacités intellectuelles assez importantes. Par exemple, elle va rencontrer Helmut Walt, qui était un ingénieur allemand et qui lui avait fondé sa propre compagnie pour développer un système de propulsion au peroxyde d'hydrogène pour les sous-marins. Et lors de leur rencontre, il parlera avec Hedy de l'objet de ses dernières recherches et ça c'est un moment très important dans sa vie car il parle du guidage à distance des torpilles. En 1940, elle va faire la rencontre d'un personnage clé dans l'invention du Wi-Fi. Car par des amis en commun, Hedy Lamarr va faire la rencontre de George Antheil, qui avant d'être un musicien assez renommé, a été 20 ans plus tôt inspecteur des munitions pour l'armée américaine. En 1940, bien sûr, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale et ils sont tous les deux très préoccupés par cette guerre. Il va y avoir quelque chose qui va tout déclencher dans cette invention, c'est que dans la nuit du 17 au 18 novembre 1940, le paquebot britannique City of Banners sombre au milieu de l'Atlantique, torpillé par un sous-marin allemand. Il avait quitté le port de Liverpool 5 jours plus tôt avec à son bord plus d'une centaine d'enfants pour fuir le Blitz. Le Blitz, c'est quoi? C'est un terme allemand qui signifie éclair et cette expression, elle signifie la campagne de bombardement par les nazis sur le Royaume-Uni du 7 septembre 1940 au 11 mai 1941. En apprenant l'attaque de ce paquebot et le décès de tous les enfants, Hedy allait chambouler. Là maintenant, elle se dit, je veux mettre mon cerveau, mes connaissances au service de sa patrie. Et sa patrie, à ce moment-là, c'était les États-Unis.
Cette décision de mettre son savoir au service de l'armée américaine l'amènera à imaginer un système de guidage de torpilles qu'elle pensait propre à détruire la flotte sous-marine nazie. Et elle a inventé avec son ami George Antheil la technique de l'étalement des spectres par saut de fréquence. Pour éviter de me tromper et de vous dire des conneries tout simplement, que je vais lire en même temps, c'est normal parce que vu que c'est scientifique, je veux absolument pas me tromper dans ce que je dis. Le principe de l'étalement de spectre par saut de fréquence, c'est assez simple. Pour eux, peut-être pas pour nous, mais pour eux, c'est assez simple. Car un navire, avant de tirer une torpille, il évalue sa trajectoire et le temps que celle-ci mettra à parcourir la distance qui le sépare de la cible. Il transmet ces données à un avion qui survole la zone de combat. Celui-ci observera la trajectoire de la torpille et peut la rectifier en temps réel. Une fois leur tir effectué, le sous-marin et l'avion font silence radio. Mais régulièrement, à un intervalle donné défini à l'avance, vous comprendrez par la suite pourquoi je fais ces gestes-là. Ils rétablissent le contact pendant une fraction de seconde. L'avion communique le changement de trajectoire du bateau. Le bateau transmet au missile. Afin que ces messages ne soient pas brouillés par l'ennemi, Eddie songe à changer la fréquence du signal radio à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le saut de fréquence. La difficulté principale dans l'élaboration de ce système est de synchroniser l'émetteur et le récepteur sur la même fréquence au même moment. Et c'est là que collaborer avec le musicien George Antheil a été crucial pour elle. Car en s'inspirant de sa carrière de musicien, il a imaginé un outil de synchronisation comme un rouleau métallique, semblable à ceux qui programment les notes que doit jouer un piano mécanique. Ce rouleau, il est ciblé de plein de petites encoches pour justement qu'elles correspondent à une fréquence radio à un moment donné. Antheil, il a prévu 88 sauts de fréquence exactement comme il y a 88 touches la plupart du temps sur un piano. Donc là maintenant, il faut imaginer que l'avion et le sous-marin, ils ont tous les deux ce rouleau, ils ont chacun le rouleau identique et c'est là qu'ils se synchronisent ensemble pour être sur la même longueur d'onde. Ça marche. Et vu que c'est une série assez aléatoire, il n'y a que l'avion et le sous-marin qui ont cette petite boîte métallique, c'est vrai que c'est presque impossible pour l'ennemi de brouiller ça. Et même pour accentuer le cryptage, Eddie et George ont également pensé à équiper l'émetteur de 7 canaux et le récepteur de 4 canaux. Et du coup, les 3 autres canaux, le récepteur, lui, il pourrait pas les lire. La seule chose que ça fait, c'est un bruit indescriptible. Que ça soit pour le récepteur ou pour l'ennemi. Eddie et George, ils vont soumettre leur invention au National Inventors Council. Voilà, à peu près, c'est comme ça que ça se dit. Où l'un des dirigeants va se montrer très intéressé par cette invention et il va dire « Allez hop, dès 1941, on va fabriquer ça dans les usines de Détroit. » Le 10 juin 1941, George et Eddie vont faire la demande d'un brevet pour leur invention. Et le 30 septembre de la même année, il va y avoir un article dans le New York Times pour parler de cette invention. Mais la seule personne qui va être mise en avant dans cet article, ça va être Eddie Lammer. À aucun moment, George Antheil va être évoqué. En lisant son autobiographie, à aucun moment, elle a parlé de cette invention. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été utilisée par les États-Unis de son vivant. Il faut attendre 1976 pour qu'un livre sorte et parle enfin de l'invention de Eddie Lammer et de George Antheil. Une fois que cette invention cesse d'être un secret d'État, à la fin des années 70, début des années 80, c'est là que la Federal Communication Commission va avoir une grande importance car elle va permettre que cette invention soit utilisée par les entreprises, soit utilisée par le public, soit dans le domaine public. Et là, il va y avoir une multiplication des applications qui utilisent cette technique. Et par la suite, cette technique, on va la retrouver dans certaines inventions comme les téléphones cellulaires, le Bluetooth, la Wi-Fi, etc. Mais malheureusement, pendant de nombreuses années, à aucun moment, Eddie Lammer et George Antheil ont été cités. Même si, par exemple, dans l'invention du Wi-Fi ou du Bluetooth, ils n'ont pas tout inventé. C'est pas eux la grande invention. C'est une partie de l'invention. C'est quelque chose qui a aidé à créer ça. Il y a eu d'autres inventions qui a aidé à créer le Wi-Fi, par exemple.
Je sais pas si c'est bien compréhensible. Et malheureusement pour elle, elle suivit pendant très longtemps de loin ce qui se passait grâce à son invention, mais elle était blessée parce que pour elle, elle n'avait aucune reconnaissance. Ce n'est qu'en 1990 qu'un certain Dave Hughes, qui travaille pour la Fondation nationale de sciences aux États-Unis, va découvrir le rôle de pionnière qu'a eu Eddie dans la création justement du Wi-Fi, et celui-ci il va s'efforcer de la faire connaître. Elle meurt malheureusement le 19 janvier 2000 dans son petit pavillon en Floride, sans jamais vraiment connaître la réelle importance qu'elle a eue dans la création des techniques qui maintenant font notre monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et bientôt, il y aura plein d'autres vidéos sur des femmes oubliées de l'histoire.